Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Achi mène une série d'activités à Korogo dans la région du Koro. Ce vendredi, le chef du gouvernement ivoirien a lancé le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, visité des plantations de coton et procéder à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Korogo. Des taxes parafiscales seront bientôt instaurées sur certains matériaux de construction tels que le ciment, le fer à béton et marbre. Les ressources générées par cette initiative contribueront au financement des logements sociaux. Le projet de loi a été adopté ainsi que 3 autres lois à l'Assemblée nationale. Ils vendent pratiquement tout ce qu'on peut trouver chez un opérateur fixe aux abords des voiries. Ils proposent leurs articles aux usagers ou passagers, mais les activités de ces vendeurs à la sauvette sur les routes perturbent parfois la circulation. Nous sillonnerons quelques communes d'Abidjan pour le constat. La décision est tombée ce vendredi en France. Le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, accusé d'avoir tenu des propos racistes en séance, a été exclu pour 15 jours de l'Assemblée nationale. C'est la sanction la plus lourde prévue par le règlement. Soyez les bienvenus. Dans ce 20h, le Premier ministre Patrick Achi lance à Korogo le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée. Ce projet va renforcer le développement communautaire, l'agriculture, l'inclusion des jeunes et la transition numérique. Et il permettra également de prévenir la violence et corrélativement les conflits communautaires et le terrorisme. Ce projet va coûter 85 milliards de francs CFA, nous rapporte Herman Guivi. Cérémonie de lancement du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, en présence du Premier ministre Patrick Achi. Salle de conférence d'un réceptif hôtelier de la ville de Korogo. La meilleure réponse à l'insécurité, c'est d'amener le développement. C'est d'ériger le développement en frontière, vraiment en barrière contre l'insécurité. Ce programme permet en fait aux communautés de 3200 villages dans les 10 régions du Nord de penser, de réfléchir, de concevoir de façon participative les investissements qu'ils voudraient réaliser pour améliorer leur qualité de vie et la production économique et l'activité économique de leur village. Des mots de Corélie Givers, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo, au chef traditionnel présent. Elle délivre ce message. Je vous demande vraiment, allez voir les coopératives, allez voir les jeunes, allez voir les groupements de femmes, allez voir les marginalisés, ceux qui ne viennent pas souvent vous voir, allez les voir et demandez-leur de contribuer vraiment leurs idées et leurs suggestions à ce qui va améliorer la qualité de vie et l'économie de leur village. Placé sous la tutelle du cabinet du Premier ministre, le projet est exécuté par le Conseil du coton et de l'anacarde en partenariat avec les conseils régionaux. Le choix de la zone nord du pays pour la mise en œuvre de ce projet n'est pas fortuit. Dans la zone nord, puisque nous avons dans certains pays voisins des menaces terroristes, on se rend compte que bien souvent, les moyens que ces terroristes utilisent pour pénétrer les pays, c'est d'utiliser justement la frustration de ces jeunes-là en leur proposant ici et là quelques billets, une moto, donnant l'impression que le pays n'en fait pas suffisamment pour eux. Et c'est cette attraction-là qui les conduit inconsciemment, quelquefois, à poser des actes contre leur propre pays. Ce projet, il est un projet très particulier qui vise une question qui est importante et essentielle pour le président de la République. C'est pour cela que ce projet touchera à tous les secteurs d'activité en fonction des villages. Chaque village a sa particularité et c'est en fonction du constat qui sera fait sur la place que ces actions seront posées. Le Premier ministre que je suis mettra tout en œuvre pour que, dans les meilleurs délais, nous puissions nous retrouver à nouveau ici à Korogo, non pour être dans une salle en train de faire des discours, mais pour être sur le terrain en train d'inaugurer ce que les populations... Le chef du gouvernement, Patrick Achi, a par ailleurs insisté sur la nécessité de prendre des dispositions particulières afin de lutter contre toute forme de pesanteur administrative qui pourrait freiner la mise en œuvre du projet. Cela afin que les fonds engagés puissent répondre directement et rapidement aux aspirations des populations. La durée d'exécution du projet est de 5 ans.
Toujours à Korogo, le Premier ministre Patrick Kachi a visité des champs. Notez que les jacides, ce sont ces insectes identifiés par les spécialistes du CNRA et qui s'attaquent aux plants de coton, menaçant ici la production. Eh bien, pour s'enquérir des dégâts causés par ces insectes, le chef du gouvernement ivoirien, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans des plantations de coton. Vous aurez le récit de cette visite avec Herman Guivet dans nos prochains journaux. Retour ici à Abidjan, la 3e édition du Forum africain pour l'investissement vient de refermer ses portes après 3 jours de travaux. Les participants venus du monde entier ont pu mobiliser plusieurs milliards de dollars pour des investissements durables sur le continent. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre Patrick Kachi. Le témoignage est signé Mamadou Kwasi. Les lampions se sont éteints sur la 3e édition de l'Africa Investment Forum ou encore le Forum africain pour l'investissement. Un marché d'investissement qui a permis de mobiliser des capitaux pour le continent africain. Une clôture qui s'est faite avec des nouvelles intéressantes. En mars de cette année 2022, le Forum pour l'investissement en Afrique nous a permis de mobiliser 28 milliards de dollars. Ces 3 derniers jours, nous avons mobilisé 31 milliards de plus, donc au total 63,8 milliards de dollars en intérêts d'investissement mobilisés pour l'Afrique grâce à ce forum pour l'investissement en Afrique cette année à elle seule. Chers investisseurs, savez aujourd'hui encore que l'Afrique est bancable. Le continent africain fait désormais office de porte d'investissement avec ses nombreuses opportunités dans divers secteurs, notamment l'agriculture et l'énergie. Le Premier ministre, président de la clôture de ce forum, s'est réjoui de la mobilisation de ses ressources. Patrick Kachi invite à plus d'engagement pour mieux exploiter le potentiel économique du continent. Je me félicite que l'ambition de notre continent, déclinée à travers plusieurs projets structurants, soit comprise, partagée et soutenue par tous. Les résultats que nous venons d'atteindre lors de cette journée transactionnelle augurent bien des lendemains meilleurs pour des économies plus résilientes et une Afrique plus prospère. Je voudrais, avec le président Adesina, me féliciter de ce que, en 2 sessions au cours de la même année 2022, plus de 63 milliards de dollars de transactions aient pu être mobilisés pour le continent africain. C'est un record exceptionnel, jamais atteint par aucune organisation de cette nature en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. La mobilisation de ces ressources est le résultat de nombreuses négociations engagées parfois par des chefs d'État et chefs de gouvernement. Cette 3e édition du Forum africain pour l'investissement a vu la mobilisation de plus de 1800 participants. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la 4e édition. La Côte d'Ivoire, destination est privilégiée. Depuis 50 ans, notre pays et la République des Émirats arabes unis entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. 50 ans de coopération est célébré. Eh bien, pour marquer l'événement, l'ambassade des Émirats arabes unis a lancé à Abobo, Anadon, un planting de 50 arbres. Et à l'occasion, la ministre Kandia Camara, la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, a pris part à la cérémonie. Logoreti Abou Sanogo pour le reportage. 50 années de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Pour marquer l'événement d'une pierre blanche, l'ambassade des Émirats arabes unis a lancé dans la commune d'Abobo, précisément à Anador, une opération de planting de 50 arbres GAF. L'arbre national des Émirats arabes unis, un arbre tolérant à la sécheresse qui peut rester vert, même dans les environnements désertiques difficiles. Les Émirats arabes unis offrent 50 arbres de GAF à la République de Côte d'Ivoire. Planter donc ces arbres est un investissement pour les Émirats arabes unis et ses partenaires au profit des générations à venir au fil des temps. Différentes générations le verront grandir et le verront s'appuyer. Dans l'histoire et la culture des Émirats arabes unis, les GAF revêtent une importance majeure.
Un geste qui vise non seulement à participer à l'embellissement de la commune d'Abobo, mais surtout à réaffirmer l'excellence des relations entre les deux pays. Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Pour le conseil municipal d'Abobo, cela cadre bien avec notre agenda stratégique. Mais nous voyons plus loin. Nous intégrons ce don d'arbres à la politique de notre pays dans le cadre de sa lutte contre la déforestation et les effets pervers du changement climatique. L'arbre n'est plus seulement source de vie. Il est aussi et surtout un indicateur de conscience citoyenne. Je m'adresse à toute la population d'Abobo, mais surtout, je m'adresse à la jeunesse d'Abobo. Prenez soin de ces arbres que nous plantons ici, aujourd'hui, ensemble. Et je compte sur vous. L'arbre GAF est l'arbre national des Émirats arabes unis, car c'est un symbole historique et culturel de stabilité et de paix dans l'environnement désertique des Émirats arabes unis. Les arbres GAF peuvent vivre jusqu'à 120 ans en moyenne. Et c'est bon de l'apprendre pour notre pays. Et justement, dans l'actualité nationale, notez également que des taxes parafiscales seront bientôt instaurées sur certains matériaux de construction tels que le ciment, le fer à béton et marbre. Les ressources générées par cette action contribueront au financement des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Le projet de loi a été adopté ainsi que 3 autres lois à l'Assemblée nationale, nous rapporte Konaté Moussa. C'est une initiative pour faire face à l'épineuse question de logement en Côte d'Ivoire. L'instauration de la parafiscalité pour mobiliser des fonds dans le domaine de l'habitat. 2 membres du gouvernement devant les députés pour défendre le projet de loi de ratification de l'ordonnance instituant des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction au profit de l'habitat social. La présente ordonnance propose l'instauration des taxes parafiscales sur 3 types de matériaux de construction. Il s'agit du ciment, de l'acier HA, c'est-à-dire le fer à béton, et du marbre. Cela va permettre chaque année de générer un certain nombre de ressources. Nous avons des estimations et ces ressources, bien entendu, vont être affectées exclusivement, j'insiste, exclusivement à la réalisation de logements sociaux. Le projet de loi est adopté à la majorité. Les montants de ces taxes seront fixés par décret. Autre texte, le projet de loi portant code des douanes, présenté par le ministre Moussa Sanogo. Adopté à l'unanimité, il apporte des innovations dans le renforcement du contrôle des agents de douane. Le projet de loi prévoit l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire à certaines catégories d'agents assermentés des douanes pour la recherche et la constatation des infractions douanières. Il prévoit également le contrôle anticipé par le recours aux techniques d'analyse du risque. 2 autres projets de loi soumis à examen à cette séance également adoptés. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Et le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2020. Budget qui est passé de 9 901 milliards de francs CFA à plus de 10 734 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 830 milliards de francs CFA. Et d'autres nouvelles en provenance de l'Assemblée nationale en France. Là, notez que la décision est tombée aujourd'hui et en France, le député du Rassemblement national, Grégoire Defournas, accusé d'avoir tenu des propos racistes en séance, a été exclu pour 15 jours du Palais Bourbon. C'est par un vote dans l'hémicycle que les députés favorables à la sanction la plus lourde prévue par le règlement ont pris la décision. Et cette censure prévoit une réduction de moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois et l'interdiction de participer aux travaux parlementaires ou de paraître au Palais Bourbon pendant 15 jours. Retour en Côte d'Ivoire pour voir la rentrée judiciaire des magistrats pour l'année 2022-2023. Et cette rentrée s'est effectuée aujourd'hui, vendredi 4 novembre, à la salle des pas perdus du palais de justice d'Abidjan. Une réunion capitale pour faire le bilan de l'année écoulée et définir les priorités de l'année en cours. Et à cette occasion, le ministre de la Justice, Sanson Kambile, a procédé à la remise de véhicules de type 4x4 aux magistrats, des véhicules d'une valeur de plus de 687 millions de francs CFA, nous rapporte Angela Diallo, Sidonie Davila, avec les images rapportées par Kinoubois.
Réunion de rentrée judiciaire des magistrats pour l'année 2022-2023. Une occasion de faire le bilan de l'année écoulée, également de donner les orientations. Le ministre a donné donc des directives pour l'année qui commence. Et nous allons nous atteler à les mettre en pratique. L'année judiciaire 2021-2022 a été marquée par des avancées notables. J'invite particulièrement les chefs de cour et de juridiction à un meilleur suivi des dossiers traités par leurs collaborateurs. Il est en effet de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques de former leurs collaborateurs et de renforcer leurs capacités. Afin d'accroître la mobilité des magistrats, 18 véhicules de type 4x4 sont offerts à ces acteurs de justice. Un don d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA. Objectif, les rendre plus opérationnels dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, ce sont 18 véhicules qui seront remis. Qu'il me soit permis d'adresser nos plus vifs remerciements à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Kachis, qui a bien voulu autoriser l'ouverture de la ligne de crédit ayant servi à l'acquisition des véhicules. En 2021, ce sont 31 véhicules qui ont été remis aux différents acteurs de la justice afin de faciliter leurs tâches. Pour l'année 2023, 25 véhicules seront remis aux magistrats et en 2024, 10 autres sont prévus. Et la toile de la solidarité s'étend à travers le pays. Le gouvernement ivoirien s'active sur le terrain. La ministre Miss Belmondo Dogo était justement Grand Laou dans la région des Grands Ponts à la rencontre des populations. Elle a exprimé le soutien, la solidarité du gouvernement aux sinistrés du village de Gros Guida, victimes des pluies diluviennes. Vous vous souvenez, c'était la semaine dernière. Jean Magaki. Lundi 24 octobre 2022, le village de Gros Guida, à 30 km de Grand Laou, est sous les eaux. La raison, la crue de la lagune Tagba, due à la pluie diluvienne, qui s'est abattue la veille dans la localité. Bilan, de nombreux dégâts matériels, dont des pirogues et du matériel agricole emportés. Alertée, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo, est venue exprimer la compassion du gouvernement. Plus de 2500 lots de vivres et de non-vivres sont remis aux 27 familles sinistrées. Montant total des dons, 15 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est le village de Gros Guida qui est touché. Qu'adviendra pour les autres villages du cordon littoral si cela persiste? Madame la ministre, nous savons qu'avec vous, une situation trouvera certainement un dénouement. Le maire Daniel Niani et les élus locaux de la région des Grands Ponts se disent satisfaits de la visite de la ministre. Nous avons beaucoup de plantations qui sont inondées dans toutes les sous-préfectures, à Bakanda et à Ouadou. Et donc c'est ces différents problèmes-là qui ressortent, ce qui fait que nous n'avons pratiquement plus de routes. Au vu des préoccupations des sinistrés, la ministre Belmondo Dogo rassure. Face à ces situations difficiles que vous vivez, le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité et la lutte contre la pauvreté, tient à vous assurer de son soutien. Et je voudrais ici exprimer aux sinistrés des inondations de Gros Guida la compassion de l'État de Côte d'Ivoire et les dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, reste sensible aux préoccupations des Ivoiriens, d'où qu'ils viennent, peu importe leur ethnie, leur religion et le parti politique. La résilience des villages de la sous-préfecture de Grand Laou face aux intempéries, à l'instar de Gros Guida, est à l'ordre du jour des réflexions des autorités régionales et gouvernementales. Les ATIC, l'École supérieure africaine des technologies, de l'information et de la communication, a procédé à une double cérémonie. Il s'agit de la célébration de son 10e anniversaire et la remise de parchemins aux étudiants. Et bien, au cours de cette cérémonie qui s'est tenue à Trècheville, plusieurs membres du gouvernement ont invité les autorités de cet établissement ainsi que les impétrants à hisser davantage le niveau de l'école aux standards internationaux, nous rapporte Ahmed Traoré.
La double homologation des diplômes de licence et de master par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CABES, la formation de plus de 830 diplômés, la mise en mobilité de 69 étudiants dans les institutions internationales en France, au Maroc et en Tunisie avec des bourses d'études. Autant de raisons qui permettent à l'ESATIC, École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, de célébrer son 10e anniversaire et de remettre des parchemins aux nouveaux diplômés. Chers diplômés, au moment où vous quittez l'ESATIC pour commencer de nouvelles carrières dans le secteur privé, pour la grande majorité, restez toujours humbles, discrets, méticuleux, consciencieux, disciplinés, rigoureux et généreux dans l'effort. Les ministres Amadou Koulibaly et Moussa Sanogo ont exhorté l'administration et les impétrants à hisser davantage le niveau de l'établissement aux standards internationaux. Cette activité de formation continue de l'ESATIC, mais de formation tout court, s'inscrit dans une des priorités du ministère de la communication et de l'économie numérique, qui est celle du développement donc des compétences numériques, et l'ESATIC contribue fortement à la mise en œuvre de cette priorité. Il est indéniable que l'ESATIC est un maillon essentiel du dispositif de formation des jeunes étudiants ivoiriens et de toute l'Afrique dans les principaux segments des TIC. Les diplômés s'engagent à fournir plus d'efforts en entreprise pour préserver la bonne image de l'établissement. Chers condisciples, soyons fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour le futur. Chers parrains, nous vous promettons de donner satisfaction partout où nous irons. Créé en 2012, l'ESATIC a pour mission la formation initiale et continue et la recherche dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Voilà, le reportage d'Ahmed Traoré était commenté pour vous par Didier Nguessan. Je vous invite dans les locaux d'une autre école, celle des hommes en tenue. Et c'est la rentrée solennelle de la 4e promotion de l'école de guerre de l'Académie des forces armées de Zambakro. Cette promotion est composée de 24 officiers. Ce sont des auditeurs issus de 10 pays d'Afrique. Et ils ont 10 mois pour obtenir le master en études supérieures de défense. Le reportage est signé Kader Sogotogo. L'école de guerre de Zambakro enregistre l'arrivée de sa 4e promotion. Pour cette rentrée solennelle, le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de relever l'importance de la formation au sein des armées. Disposer de ressources humaines de qualité a toujours constitué une ambition légitime de toute institution. Bien plus, lorsque celle-ci a en charge la défense territoriale. La qualité des hommes et des femmes qui l'animent est le premier atout que viennent compléter les moyens à mettre en œuvre et la logistique qui soutient donc l'ensemble. Cette 4e promotion enregistre 24 officiers auditeurs, dont 12 de la Côte d'Ivoire. Le sérieux de la formation en terre ivoirienne donne à cette école tout son prestige. 9 pays africains ont répondu présents avec des hommes pour l'obtention du master d'études supérieures de défense. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Guinée, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal et le Togo. À ses auditeurs, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, exige la rigueur et le sérieux. Cette rentrée se déroule dans un contexte géopolitique particulier, avec tous les soubresauts observés dans la sous-région ouest africaine, qui ont un impact bien perceptible sur le double plan de la sécurité et de la stabilité. Chers auditeurs du 4e cours d'études supérieures de défense, il vous faudra donc apprendre à penser autrement, à sortir des sentiers battus afin de comprendre et d'anticiper l'ensemble des préoccupations de défense qui assaillent nos États. Et au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je déclare ouvert le 4e cours d'études supérieures de défense de Côte d'Ivoire. La conférence inaugurale avec pour thème « Gouvernance de la sécurité, socle de stabilité et du développement en Afrique de l'Ouest » a été dite par le professeur Ousmane Zina. L'école de guerre de Côte d'Ivoire bénéficie de partenariats solides avec la Fondation Konrad Adenauer et l'Université Alassane Ouattara. L'école est dirigée par le colonel-major Raoul Kwame Brou.
En voiture, vous les avez souvent rencontrés. Eux, ils vendent pratiquement tout ce qu'on peut trouver chez un opérateur fixe. Ce sont des commerçants ambulants. Ils ont le vent en poupe sur différents axes routiers. Aux abords des voiries, ils proposent leurs articles aux usagers ou passagers. Mais les activités de ces vendeurs à la sauvette sur les routes perturbent parfois la circulation. Alors comment y remédier? Comment encadrer cette activité pour une meilleure fluidité sur nos routes? Réponse avec Souleymane Donisangui et Abou Sanogo. Ils sont allés dans différentes communes d'Abidjan. Des bétons armés constitués en séparateurs sur une distance de plus d'1 kilomètre. Commune d'Adjamé, boulevard de Gaulle. L'installation de ces séparateurs a pour but de faciliter la fluidité de la circulation routière. Depuis 2019, les opérations de déguerpissement ne sont pas encore parvenues à éliminer définitivement le commerce ambulant sur le boulevard. Au départ, il n'y avait pas de barrière. Il y avait beaucoup de conséquences, surtout au niveau des automobiles qui roulaient difficilement. Certaines voitures qui étaient de ce côté pouvaient tourner facilement comme ça. Mais là, ils ont mis les barrières et bon, ça résout un peu le problème, mais pas tellement. Pour les autorités municipales, les activités commerciales informelles semblent accentuer les problèmes de la commune. Elles pensent que l'occupation de la voirie par les marchands ambulants et les marchands tabliers obstrue la circulation et limite la fluidité routière. Voyez un peu les séparateurs, c'est comme des bandes de chantier. Quand vous avez un chantier, on balise le chantier pour éviter que personne s'infiltre, parce qu'il y a des engins un peu partout. Vous voyez que quand on a fait des ouvertures, si vous êtes à ces ouvertures-là, vous aviez le temps de marquer un temps d'arrêt. Et puis voir s'il y a des véhicules ou pas de véhicules avant de traverser. L'activité commerciale dans ces espaces se réalise dans un cadre informel. Quand il y a l'embouteillage, les clients sont dans la voiture, là, souvent ils ont soif. Ça fait au moins 2 ans, je vends au milieu de l'embouteillage. On fait des bénéfices. Souvent, on peut gagner 3 000 comme bénéfice, 5 000 comme bénéfice par jour. Jouant sur la qualité, la quantité, les prix et la variété des produits mis en vente, Pour ce faire, ils traversent les voiries en escaladant les traversées. Mesurent-ils les dangers auxquels ils sont exposés? Souvent c'est risqué. Souvent quand tu ne prêtes pas attention, les motos sont là, ils peuvent te cogner à tout moment. Donc vraiment, il faut être vigilant pour pouvoir faire ce travail-là. Déjà les gens sont pressés, ils veulent rentrer et certaines personnes veulent éviter certaines voitures qui arrivent. Bon, je pense que c'est un peu ça. Ici à Djamé, tout est mélangé, on ne sait plus quoi faire. Souvent, les bagamans nous jettent à quelque part, on ne sait plus où passer. Donc les gens sont obligés de sauter. L'exploitation de ces lieux apparaît comme une opportunité comptant pour ces vendeurs mobiles de produits et d'articles de consommation courante. Parmi les clients, des automobilistes semblent être parfois gênés. Ils passent en désordre. Ils ne font même pas attention aux véhicules. C'est un peu difficile le passage. L'État doit mettre fin à cela, trouver une place pour eux, pour leur activité. Les commerçants ambulants, je peux dire qu'il y a d'autres qui sont des commerçants, mais vraiment il y a d'autres même qui sont des délinquants. Voilà, donc ils escaladent même les barrières qu'ils ont fait au milieu là. Ils arrachent même les téléphones des gens. Voilà, donc ce qui fait que c'est vraiment pas prudent. C'est pas normal parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent. On souhaite vraiment si on peut trouver quelque part pour eux, pour qu'ils puissent aller vendre là-bas. Sinon vraiment c'est pas trop évident. C'est dangereux pour eux-mêmes. On a entrepris une campagne de sensibilisation avec l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan qui est l'AMOUGA. Et nous sommes en train de faire, bientôt nous sommes en train de faire un plan de circulation au niveau d'Adjamé. Parce que là, le Grand Abidjan, nous sommes 7 millions d'habitants et il y a à peine seulement 9000 km ou 7 millions, vous voyez que c'est compliqué. Alors donc il faut à tout moment créer des plans de circulation pour permettre aux usagers de circuler tranquillement. L'occupation de la voirie par ces marchands ambulants constitue un réel problème pour les usagers. À ces points de vente, des marchés surgissent, grandissent,
se développe et attire un genre nouveau de consommateurs et une clientèle fidèle de diverses origines. Et en attendant toutes les mesures, on reste prudent sur nos routes. Le reportage a été réalisé pour vous par Suleiman Donisangui et Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire et le Libéria ouvrent un front commun contre la pêche illicite. La pêche non déclarée et non réglementée constitue une menace sur la viabilité des stocks de poissons et entraîne des pertes financières importantes. Eh bien, pour y faire face, les deux pays ont décidé de mener des actions conjointes. Et cela a été matérialisé. Vous allez le voir par la signature d'un mémorandum. L'Union fait la force, dit-on. Alors la Côte d'Ivoire et le Libéria espèrent remporter la bataille contre ce fléau, nous rapporte l'enseigne Bakayoko. Sidi Thiomoko Touré, ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques, et son homologue libérien des pêches et de l'aquaculture, Emma Métier Glasgow, ensemble pour éradiquer la pêche illicite, non réglementée et non déclarée. Ce mémorandum entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, une plateforme d'échange d'expériences en matière de suivi, contrôle et surveillance des pêches, qui va également ouvrir de nouveaux champs de collaboration en matière d'harmonisation des régimes juridiques, ainsi que des mesures de gestion, notamment la fermeture saisonnière annuelle des pêches. Selon Sidi Thiomoko Touré, l'enjeu de cette nouvelle coopération, c'est d'améliorer la contribution des ressources halieutiques des deux pays à l'autosuffisance alimentaire, à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté. De son côté, le ministre des Pêches et de l'Aquaculture du Libéria s'est félicité de la signature de ces mémorandums. Un pas en avant vers le renforcement de la lutte dans les eaux ivoiro-libériennes, mais également dans la région de l'Union du fleuve Mano, a déclaré Emma Métier Glasgow. Et pour les nouvelles à l'étranger, notez que les pays du G7 réunis en Allemagne ont appelé ce vendredi les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production pour contribuer à faire baisser les prix. Et pour les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, augmenter la production doit contribuer à réduire la volatilité des marchés de l'énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le G7 entend également finaliser dans les semaines à venir la mise en œuvre du mécanisme de plafonnement du prix du pétrole russe. Point final de ce 20h. Je vous retrouve avec le même plaisir demain, samedi. Pendant ce temps, prenez soin de vous et à très bientôt.